Alors, je vais vous dire une chose par contre. La toute première question, j'ai tendance à mettre une question qui est relativement facile. Donc, la raison pourquoi je fais ça, c'est juste pour faire déstresser les étudiants. Ils sont un peu nerveux à l'examen. Et j'ai remarqué que la performance des examens se fait mieux. Alors, la toute première question va être relativement facile, comme celle-ci. Le taux d'intérêt convertible 12 fois par année est de 6 Alors, I12 est égal à 6 Quelle est la valeur d'un investissement de 10 000 après un an? Donc, I12, c'est 6 converti en périodique. I12 sur 12, c'est 0,5 Donc, 10 000 au temps zéro vaut 10 000 fois 1 plus 0,5 à la 12, 10 616,78 dans une période. Alors, commencez tout le temps avec la question numéro 1. Ça va être la question la plus facile. Par la suite, les 9 autres questions devraient être plus compréhensives. Donc, problème numéro 2. Le taux d'intérêt est de 3,6 effectif. Alors, le taux effectif est de 3,6 Un prêt de 430 000 est amorti sur 20 ans avec des paiements à la fin de chaque mois. Alors, ça, c'est une autre question qui est relativement facile. Alors, vous convertissez effectif en périodique. Alors, 1 plus le taux effectif est égal à 1 plus I12 sur 12 à la puissance 12. Donc, vous devez convertir effectif à mensuel. Et c'est le taux d'intérêt par mois, alors pendant une période. Alors, notre valeur présente est de 430 000. C'est égal à une rente de 240 paiements de R au taux d'intérêt qu'on vient juste de calculer. Alors, present value, paiement, N, taux d'intérêt, compute paiement, et ça vous donne le montant de votre rente. Très important, à l'examen, je ne veux pas voir les boutons de la calculatrice. Je ne veux pas savoir qu'est-ce que vous vouliez dire. Je vais lire qu'est-ce que vous avez écrit. Puis les boutons de la calculatrice, ça n'explique rien. Alors, si vous mettez des boutons de calculatrice, vous n'avez aucun point pour ça si vous n'avez pas la bonne démarche. Alors, je veux voir une formule. Ça, c'est une formule. Vous pouvez mettre la grosse formule 1 moins 1 sur 1 plus i à la n divisé par i. Ça, c'est une formule aussi. N'importe quelle formule, j'accepte, mais je n'accepte pas les boutons de la calculatrice. Question numéro 3. Taux d'intérêt effectif est de 8 Une personne âgée de 30 ans, la retraite est à 65 ans. Donc, 9 000 sera placé au début des 10 premières années. 12 000 sera placé au début des 10 années suivantes. Et 16 000 sera placé annuellement au début des 15 années suivantes. Alors, j'ai quelqu'un qui me pose une question. Est-ce que je préfère Word ou Excel? Je n'accepte pas un fichier Excel. Si vous m'avez un beau fichier avec des formules, je ne rentre pas là-dedans. Je lis seulement un fichier Word. Si vous m'envoyez un fichier Word et un fichier Excel, je ne vais pas lire le fichier Excel. C'est soit un fichier Word ou un fichier PDF que vous m'envoyez. Alors, ne soyez pas fancy, je ne lis pas un fichier Excel. Alors, 9 000 pendant 10 ans, 12 000 pendant 10 ans, 16 000 pendant 15 ans. Alors, 30 ans, la retraite est à 65 ans. Donc, quelle est la valeur? Alors, par la suite, on doit calculer la valeur à 65 ans. Quel est le montant de la rente perpétuelle qui sera versée annuellement avec le premier versement de rente à 65 ans? Donc, ici, il y a une pogne. Alors, la première chose qu'on doit calculer, c'est combien qui va être dans le compte à 65 ans. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a 9 000 pendant 10 ans, 12 000 pendant 10 ans et 16 000 pendant 15 ans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un breakdown. On va prendre 9 000 pour chacune des 35 années et on va calculer la valeur accumulée à 65 ans. Par la suite, il reste 3 000 pour les 10 années suivantes et 7 000 pour les 15 années suivantes. On va prendre 3 000 pendant 25 ans. Alors, ce qui veut dire qu'on a repris 12 000 pour les 10 années du milieu. Il reste 4 000 pour les 15 dernières années et on calcule la valeur accumulée à 65 ans. Maintenant, on dit qu'il y a une rente perpétuelle avec le premier paiement qui a lieu à 65 ans. Pour toutes les questions avec des perpétuités ou des rentes en progression géométrique, la formule ne fonctionne que si on a un paiement dans une période. Donc, on a un paiement de R aujourd'hui et on a un paiement de R dans une année, dans 2 années, 3 ans. Alors, au temps 0 et au temps 1, 2, 3 jusqu'à l'infini. On va faire un breakdown de ces cash flows. Alors, on connaît la valeur accumulée à 65 ans. C'est égal à un premier paiement de R à 65 ans.
et un paiement de R de 66 ans à l'infini. Alors, la valeur de ce paiement de 66 ans à l'infini, c'est R divisé par le taux d'intérêt, et plus un paiement de R qui est effectué aujourd'hui. On n'a pas besoin de l'actualiser. Donc, on a la valeur accumulée qui est égale à un paiement de R aujourd'hui et la valeur actuelle des paiements de R à 66 ans jusqu'à l'infini. Et on est capable de calculer la valeur de la rente par la suite. Alors, pour Thierry, il y a deux façons de faire l'examen. Soit que tu mets des formules, tu prends les formules qui existent déjà ou tu m'écris une formule directement dans Word, ou ben non, tu peux l'imprimer, le faire à la mitaine et de me le réenvoyer. Alors, une chose par contre, j'accepte un fichier Word et j'accepte un fichier PDF. Ne m'envoie pas 10 JPEG, je ne vais pas accepter 10 JPEG. Fichier Word ou un fichier PDF, si tu ne sais pas comment le faire, tu as une semaine pour apprendre comment le faire. Mais j'ai déjà eu un étudiant qui m'a envoyé 10 photos. C'était impossible de lire les photos parce qu'il avait fait ça d'un angle impossible à lire. Alors, ça rendait ça difficile de ma part. Je l'ai quand même accepté par le passé, mais je ne l'accepterai pas cette fois-ci. OK, merci. J'avais aussi une question pour le problème 3, Oui, qui était, dans le fond, quand j'arrive à la solution du 2 millions, là, je veux oui. passer aux 150 000. J'ai essayé de faire un exercice, mais je ne comprenais pas trop comment on le faisait. OK, ben c'est ça. Tu connais la valeur à 65 ans. La valeur à 65 ans, c'est égal à un paiement de R aujourd'hui à 65 ans, 66, 67, 68 jusqu'à l'infini. Donc, la valeur du paiement à 65 ans, c'est R, et la valeur des paiements de 66 à l'infini, c'est R divisé par I. Donc, quand tu as une rente avec le premier paiement qui est aujourd'hui, une rente perpétuelle avec le premier paiement qui est aujourd'hui, on doit décomposer le problème en deux séries de cash flow. Un paiement aujourd'hui de R et un paiement de R au temps 1 jusqu'à l'infini. Donc, ça, c'est égal à la valeur accumulée, la valeur à 65 ans. Donc, je vais revenir à des problèmes de ce genre dans la section astuces, parce que toute la section astuces, c'est des problèmes c'est des choses qui reviennent à chaque examen. Alors, je vais revenir tantôt quand je vais faire la section astuces. OK, merci. OK. Question numéro 4. Le taux d'intérêt effectif est de 9,2 %. Une rente sera payable annuellement du 1er janvier 2030 au 1er janvier 2040 inclusivement. Donc, de 2030 à 2040. Première pogne qui est là, c'est que ça, c'est pas 10 ans, c'est 11 ans. Alors, si tu comptes, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. C'est 11 paiements. Le premier paiement est de 65 000 et chaque paiement subséquent est indexé au taux d'inflation de 2 %. Quelle est la valeur de cette rente au 1er janvier 2020? Donc, on doit calculer la valeur. Alors, quand on a des rentes en progression géométrique, le premier paiement doit se faire dans une période. Donc, si le premier paiement est au 1er janvier 2030, on doit faire le calcul au 1er janvier 2029. Et pour savoir la valeur au 1er janvier 2020, on fait juste l'actualiser avec 9 années d'intérêt. Donc, la valeur au 1er janvier 2029, c'est la grosse formule. C'est le paiement dans une période fois 1 moins 1 plus G divisé par 1 plus I à la N. Alors ici, N est égal à 11, divisé par I moins G. Ça nous donne la valeur au 1er janvier 2029. Par la suite, pour savoir quelle est la valeur au 1er janvier 2020, on l'actualise avec 9 périodes d'intérêt. Une autre façon de le faire, vous pouvez tout simplement calculer la valeur accumulée au 1er janvier 2040. Alors, c'est tout simplement R fois 1 plus I à la N fois 1 moins 1 plus G divisé par 1 plus I à la N divisé par I moins G. Et ça vous donne la valeur au 1er janvier 2040. Du 1er janvier 2040 au 1er janvier 2020, vous l'actualisez, vous l'escomptez avec 20 années d'intérêt. Encore une fois, ici, n'oubliez pas, pour les rentes en progression géométrique puis pour les perpétuités, le premier paiement doit se faire dans une période. Problème numéro 5, je vous donne le taux d'intérêt effectif. Une hypothèque de 275 000 est remboursée sur 20 ans avec des paiements à la fin de chaque mois. Quel est le solde du prêt après 3 ans? Donc, 3 types de questions. Quand on a 20 questions, je fais tout le temps la promesse que quand on a 20 questions, quand on est en salle de cours, on a 20 questions pendant 3 heures
pour l'intra. Qu'est-ce que je fais? C'est que je vous dis qu'il y a 3 questions qui reviennent. Quel est le solde du prêt après N paiement? Quel est l'intérêt payé avec le N-ième paiement? Quel est le principal repayé avec le N-ième paiement? Alors, sur les 2 groupes, sur les 3 groupes, vous avez 30 questions. Sur les 3 groupes, vous devriez au moins avoir vous devriez avoir les 3 questions pour les 3 groupes, mais je ne sais pas comment que je vais décomposer les questions. Je vais faire 30 questions, puis je vais probablement décomposer ça. En 3 groupes. Mais vous avez juste 10 questions, alors je ne peux pas vous promettre que vous avez les 3 questions à votre examen. Donc, une hypothèque de 275 000 remboursée sur 20 ans avec des paiements à la fin de chaque mois. Donc, on doit convertir effectif à périodique. Alors, 1 plus I, 1 plus 5,3 à la puissance 1/12 moins 1, ça va être égal au taux d'intérêt mensuel. Alors, juste pour vous dire, au tout premier cours, je vous disais que rendu à l'examen, ça devrait être de seconde nature. Alors, rendu à ce stade, vous devriez être capable de convertir effectif à périodique relativement facilement. Relativement, bien sûr. Alors, vous convertissez effectif à mensuel. Vous calculez le montant de la mensualité. Alors, 275 000, c'est la valeur actuelle. On a 240 mois avec un taux d'intérêt périodique. On est capable de calculer la mensualité. Alors, le paiement mensuel pour notre hypothèque. Et quel est le solde après 3 ans? C'est le solde après 36 paiements. Alors, il reste, sur 240 paiements, il reste 204 paiements de 1841,64. Donc, quelle est la valeur actuelle de 204 paiements de 1841,64 au taux d'intérêt calculé? C'est le solde du prêt. Donc, après 3 ans, il reste encore 249 529,93. Alors, si jamais je vous pose la question, quel est l'intérêt crédité avec le 36e paiement? Vous devez calculer le solde au début du paiement. Donc, ce serait le solde après 35 paiements. Si je vous demande quel est l'intérêt crédité avec le 37e paiement, vous calculez le solde après 36 paiements fois I, le taux d'intérêt périodique, et ça vous donne les intérêts qui seraient crédités avec le 37e paiement. Une autre question que je pourrais vous poser, quel est le principal remboursé avec le 37e paiement? Mais si vous connaissez l'intérêt crédité avec le 37e paiement, vous soustrayez ça de 1841 et ça vous donne le principal remboursé. Ou ben non, vous calculez le solde du prêt après 37 paiements, vous soustrayez le solde du prêt après 36 paiements et la différence entre les deux, c'est le principal qui est remboursé avec le 37e paiement. Alors, si je vous demande quel est l'intérêt ou le principal remboursé payé avec le N-ième paiement, vous devez calculer le solde au début de la période. Alors, le solde après N-1 période. Et vous multipliez ça par I pour savoir l'intérêt crédité. Problème 6. Alors, je vous donne I4. Le taux d'intérêt crédité 4 fois par année, taux d'intérêt convertible 4 fois par année est égal à 8,12. Donc, un prêt de 500 000 est remboursé pendant 5 ans avec des paiements à la fin de chaque trimestre. Quel est le montant des intérêts payés avec le 13e paiement? Donc, I4 est égal à 8,12. Donc, I4 sur 4, le taux d'intérêt périodique, c'est 8,12 divisé par 4, 2,03 %. Donc, si je vous demande quel est l'intérêt crédité avec le 13e paiement, vous devez calculer le solde en début de période. Alors, c'est le solde après 12 paiements. Premièrement, on calcule le montant du paiement trimestriel. Alors, 5 ans, ça veut dire 20 trimestres à 2,03 %, un prêt de 500 000. Donc, le paiement trimestriel est de 30 667. Si on veut savoir quel est l'intérêt crédité avec le 13e paiement, on doit calculer le solde après 12 paiements. Et l'intérêt crédité avec le 13e paiement, ce serait ce montant fois I. Donc, après 12 paiements, on avait 20 paiements en tout. Après 12 paiements, il en reste 8. Alors, la valeur actuelle des 8 paiements, c'est égal à 224 000. Alors, 8 paiements de 30 666 à 2,03 %, ça nous donne le solde du prêt. Et donc, l'intérêt crédité avec le 13e paiement, c'est le taux d'intérêt par période fois le solde du prêt. Et ça nous dit qu'avec le 13e paiement, on va avoir 4 554,51 en intérêt qui est crédité. Et si je vous demandais quel était le principal remboursé, ce serait 30 667 moins 4 554.
Question numéro 7. Le taux d'intérêt capitalisable 2 fois par année. Alors, I2 est égal à 7,44. Donc, I2 sur 2, c'est 7,44 divisé par 2. Un prêt de 1 million est remboursé pendant 7 ans avec des paiements à la fin de chaque semestre, donc 14 paiements. Quel est le montant du principal remboursé avec le dernier paiement? Alors, il y a plusieurs façons de faire cette question. Alors, vous calculez le solde après 13 paiements. Et par contre, le solde du prêt après 13 paiements, vous allez rembourser le prêt en entier après 14 paiements. Alors, le solde du prêt après 13 paiements, c'est votre réponse. Donc, I2 sur 2, c'est 3,72 %. Vous calculez le montant du paiement semestriel. Alors, 1 million, c'est la valeur du prêt. 14 paiements à 3,72 %. On paye 92 927 par semestre. Après 13 paiements, il vous reste un paiement de 92 927 et 37. Donc, la valeur actuelle de ce paiement est de 89 594. Qui est votre réponse? Par contre, j'ai remarqué que la plupart des étudiants ont fait les deux étapes subséquentes, ont calculé l'intérêt qui était crédité avec le 14e paiement, donc le solde du prêt après 13. L'intérêt crédité avec le 14e paiement, c'est le solde après 13 fois le taux d'intérêt, qui nous donnait 3 332. Et on prenait le montant de la rente ou le montant du paiement semestriel moins l'intérêt crédité, ça nous donnait le principal qui était remboursé. Par contre, le principal qui est remboursé avec le dernier paiement est égal au solde au temps N-1. Donc, l'avant-dernier paiement, le solde après N-1 période, c'est le principal qui serait remboursé avec le tout dernier paiement. Question 8. Le taux effectif d'intérêt de 4 %. Une rente de retraite de 3 500 $ par mois est versée perpétuellement. Le premier paiement est payé aujourd'hui. Par la suite, tous les paiements sont indexés à 0,1 %. Donc, encore une fois, pour des perpétuités et des rentes ou des rentes en progression géométrique, le premier paiement doit se faire dans une période. Donc, on va commencer par calculer le taux mensuel. Alors, le taux effectif est de 4 %. On convertit en mensuel et on a notre taux d'intérêt. Donc, il y a deux façons qu'on peut faire cette question. Si le premier paiement doit se faire dans une période et le premier paiement se fait aujourd'hui, mais au lieu de faire le calcul au temps t est égal à 0, je vais faire le calcul au temps t est égal à -1. Donc, si le premier paiement mensuel est au 1er janvier, je vais faire le calcul au 1er décembre de l'année passée. Pourquoi? Le premier paiement est dans un mois. Le premier paiement est dans un mois. Et en conséquence, je peux calculer la valeur au temps t est égal à -1, qui est égal à tout simplement le paiement divisé par I-G. Alors, la valeur au temps 0 est égale au dividende au temps 1 divisé par I-G. La valeur d'une perpétuité au temps 0 est égale au paiement de rente au temps 1 divisé par I-G. Donc, la valeur au temps t est égale à -1 est égale au paiement au temps 0 divisé par I-G. Donc, je peux calculer la valeur au temps t est égal à -1, qui me donne un chiffre qui n'a pas vraiment rapport, mais si je prends ce chiffre, la valeur au temps t est égale à -1 fois 1 plus i, c'est la valeur au temps t est égale à 0. Donc, si je prends ce chiffre et je multiplie par 1 plus le taux d'intérêt, ça va me donner la valeur au temps t est égal à 0. Une autre façon de faire ce calcul, c'est que j'ai 3 500 $ qui sera payé perpétuellement et chaque paiement subséquent est indexé de 0,1 %. Donc, j'ai 3 500 aujourd'hui. Ça va être indexé de 3,50 $. Alors, 3 503,50 $ dans une période et ainsi de suite. Et ça va croître à du 3 % par la suite. Donc, ce que je vais faire, au temps t est égal à 0, j'ai un premier paiement de 3 500 que je vais exclure du calcul. Alors, je vais séparer ça et je vais avoir un paiement dans une période de 3 500 fois 1 plus 0,1 %. Et ça, c'est une rente perpétuelle en progression géométrique. Alors, la rente au temps t est égal à 1 divisé par I moins G, c'est la valeur de tous les paiements dans un mois jusqu'à l'infini. Alors, j'ai 3 500 aujourd'hui, plus 3 500 fois 1 plus 0,1 % dans une période, divisé par I moins G, c'est la valeur de tous les paiements à partir dans un mois jusqu'à l'infini.
Et ça va me donner exactement la même réponse. Deux façons d'arriver à la réponse, les deux sont acceptables. Donnez-moi-en juste une des deux. Alors, vous allez voir souvent pour les questions en progression géométrique ou les perpétuités, on va voir des paiements immédiatement. Il faut faire le breakdown et de le séparer entre les deux. Donc, une rente annuelle sera payée à la fin de chacune des 30 prochaines années. Les 10 premiers paiements versements seraient de 25 000, les 10 suivants de 30 000 et les 10 derniers sont de 35 000. Le taux d'intérêt pour les 10 premières années est de 6 le taux d'intérêt pour les 10 années suivantes est de 5,5 et le taux d'intérêt par la suite est de 5 Quelle est la valeur actuelle de cette rente? Donc, ici, on ne peut pas tout simplement prendre un taux d'intérêt puis d'escompter ça pendant 30 ans parce que le taux d'intérêt sur les 30 années, il est différent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a, pour les 10 premiers paiements, on a 25 000. On va l'escompter au taux d'intérêt pour les 10 premières années. Alors, c'est un peu comme la question numéro 2 de votre TP. On avait un taux d'intérêt qui n'était pas constant. Donc, pour les 10 premières années, le taux d'intérêt est de 6 et on a 10 paiements de 25 000. On est capable de calculer la valeur actuelle. Par la suite, pour les 10 années suivantes, le taux d'intérêt est de 5,5 et le paiement est de 30 000. Donc, ce qu'on va faire, c'est que du temps 11 jusqu'au temps 20, on reçoit 30 000. Donc, on va faire le calcul de ces 10 paiements. On va faire la valeur au temps t est égal à 10. Au temps t est égal à 10, c'est la valeur de 10 paiements en fin de période escomptée à 5,5 et on a calculé la valeur au temps t est égal à 10. Mais par contre, pour ramener ça au temps t est égal à 0, on doit l'escompter avec du 6 pour les 10 premières années pour ramener ça au temps t est égal à 0. Et pour les 10 dernières années, alors de 21 à t est égal à 21 jusqu'à t est égal à 30, on paye 30 000. On va faire le calcul à t est égal à 20. La valeur à t est égal à 20 des 10 paiements d'une rente immédiate de 35 000, donc une rente en fin de période, le tout est escompté à du 5 On fait ce calcul à t est égal à 20. Oups. À t est égal à 20, on fait ce calcul. Pour ramener ça au temps t est égal à 0, pour les années 10 à 20, on doit l'escompter avec du 5,5 pendant les 10 années. Et pour ramener ça de t est égal à 10 jusqu'à t est égal à 0, on doit escompter avec du 6 pendant les 10 années. Pourquoi est-ce qu'on divise par 1 plus i à la 10? Parce qu'on fait le calcul au temps t est égal à 0. On veut savoir la valeur actuelle. Si on voulait calculer quelle était la valeur accumulée de cette rente, bien, on a la valeur au temps t est égal à 0. On peut ramener ça au temps t est égal à 30. Donc, on prendrait ce chiffre fois 1 plus 6 à la 10, fois 1,5 à la 10, fois 1 plus 5 à la 10. Ou ben donc, si on ferait tout le calcul, on aurait 10 paiements de 30 000. Les 10 derniers paiements, c'est 35 000. On va l'actualiser à du 5 Les 10 paiements du milieu, on va faire la valeur accumulée de 10 paiements à 30 000 à 5,5 et on va ramener ça au temps t est égal à 30 en faisant fois 1 plus 5 à la 10. Et les 10 premiers paiements, on ferait 25 000, la valeur accumulée de 10 paiements de 25 000 à 6 Ce calcul se fait au temps t est égal à 10. Pour ramener ça au temps t est égal à 20, on fait fois 1 plus 5,5 à la 10. Puis pour ramener ça de 20 à 30, on fait fois 1 plus 5 à la 10 et on se retrouve au temps t est égal à 30. Donc ici, la question 2 de votre TP, c'était la valeur accumulée. Ici, je vous demande quelle est la valeur actuelle, la valeur au temps t est égal à 0. Question numéro 10. Le taux d'intérêt mensuel est de 0,25 Un prêt de 360 000 est remboursé avec des paiements de R à la fin de chaque mois pendant 30 ans, donc 360 paiements. Immédiatement après le 12e paiement, un second paiement, alors ce qu'on appelle le 13e paiement. Immédiatement après le 12e paiement, un second paiement de R est effectué. Donc, il y a beaucoup d'hypothèques qui vous permettent de faire le 13e paiement. Donc, quand vous recevez votre remboursement d'impôt, vous pouvez le prendre pour réduire le principal de votre prêt. Alors, vous faites 2 paiements au temps t est égal à 12, en d'autres mots. Si le montant R demeure inchangé, combien de paiements seront éliminés à la fin de l'hypothèque? Donc, on commence par calculer le paiement d'une hypothèque sur 30 ans. Donc, 360 000, c'est le montant du prêt.
Taux d'intérêt par période, c'est 0,25. Et on a 30 ans, donc 360 paiements. La mensualité est égale à 1517,77. Donc, après 12 paiements, on est capable de calculer le solde du prêt. Après 12 paiements, il reste toujours 348 paiements de 1517 à faire. Donc, après 12 paiements, le solde du prêt est de 352 483. Si on fait, immédiatement après le 12e paiement, on fait le 13e paiement. Alors, on fait un second paiement de R à T est égal à 12. On va tout simplement venir réduire le principal de notre prêt de 1517,77. Donc, ça veut dire que le solde du prêt, après un an, serait de 350 966. Et on continue de faire les mêmes paiements de R. Donc, combien de paiements qui resterait à faire? Donc, si on fait un paiement additionnel à la fin de la première année, et on continue toujours de payer 1517,77, ça veut dire qu'on aurait N paiements de 1517 qui vaudrait le solde du prêt qui est de 350 966. Donc, ça voudrait dire qu'au lieu de rembourser les 348 paiements qui resteraient, on aurait juste 345 paiements, juste 345,62 paiements à faire. Donc, on va éliminer 2,38 paiements. Donc, il y a plusieurs personnes qui adorent faire le 13e paiement. Par contre, j'ai déjà mentionné ça pendant le cours. Si vous avez le choix entre rembourser un prêt, alors 0,25 %, c'est aux alentours de 3,2 % effectif par année. Si vous avez le choix de rembourser un prêt, à rembourser une dette à 3,2 % ou de l'investir à la bourse à du 10 %, je vous conseille d'investir à du 10 %. Alors, vous allez quand même rembourser votre prêt sur les 30 ans. Par contre, vous allez avoir investi à du 10 % pendant 30 ans. Et à la toute fin, alors il y a une question d'examen, je vais essayer de la trouver tantôt, parce que si vous mettez tout le temps votre remboursement d'impôt à la bourse, à la toute fin de votre prêt hypothécaire, vous allez avoir assez d'argent pour vous acheter une deuxième maison au même prix. Ou ben donc, si vous remboursez votre hypothèque sur 30 ans, à la fin de votre hypothèque, votre maison, elle est payée. Alors, quand vous faites le 13e paiement, oui, vous éliminez des paiements à chaque année. Peut-être que vous allez vous allez rembourser votre prêt 2 années plus de bonheur. Par contre, tous les gains d'opportunité, tous les investissements que vous pouvez faire seraient éliminés. Donc, si vous avez le choix entre rembourser une dette à 3,2 % ou d'investir à du 10 %, je vous conseille d'investir à du 10 % avec un fonds d'index. OK, problème 11. Une compagnie vient tout juste de verser un dividende. Donc, le dividende au temps T est égal à 0 de 2,84. C'est le dividende qui a été versé hier. Il n'est pas tenu compte dans le prix de l'action parce qu'il a été versé. Par contre, on va s'en servir pour trouver le dividende au temps 1. Les dividendes sont versés annuellement. On assume que chaque dividende est indexé de 1 %. Donc, le taux de croissance est de 1 % des dividendes. Le bêta de la compagnie de 1,20, le taux sans risque et le rendement attendu du marché, 3 % et 10 %. Selon nos hypothèses, que doit être le prix de l'action? Alors, selon nos hypothèses, ça veut dire le prix sans arbitrage. Premièrement, on calcule le rendement attendu des actionnaires de l'action ou l'espérance du rendement de l'action, 11,4 %. Taux sans risque plus bêta fois le rendement attendu du marché moins le taux sans risque. Les actionnaires s'attendent à du 11,4 %. Le dividende au temps 1, c'est égal au dividende au temps 0 fois 1 plus le taux de croissance. Alors, 2,84 fois 1 plus le taux de croissance divisé par I moins G. Donc, le prix de toute perpétuité en progression géométrique est égal au paiement au temps 1 divisé par I moins G. Donc, le prix d'une action est égal au dividende dans une période divisé par le rendement des actionnaires moins le taux de croissance. Le dividende au temps 1, c'est le dividende au temps 0 avec une période de croissance divisé par I moins G et ça nous donne le prix de l'action 27,58. Maintenant, souvent, qu'est-ce qui arrive à un examen? C'est que si tout est bon,
Toute la formule, elle est bonne, mais il y a une erreur de calcul quelque part. Alors, toute la formule, elle est bonne, puis il y a une erreur de calcul à quelque part, et je suis capable de suivre l'erreur. Je donne 4 points sur 5. C'est relativement rare que je donne 4 points sur 5 parce que généralement, quand il y a une faute, peut-être que le dividende n'a pas été indexé. Alors, si on oublie d'indexer le dividende, c'est 3 points sur 5. S'il y a une deuxième faute, je donne 2 points sur 5. S'il n'y a pas grand-chose qui est là, puis ça ne me tente pas de donner 0, je vais donner 1 point sur 5. Par contre, à une question comme ceci, si le dividende est de 2,84 puis vous me donnez une réponse qui est égale à 879 ça, ce n'est pas juste une erreur de calcul, c'est une erreur de compréhension. Je vais donner 3 points sur 5. Alors, j'ai déjà eu quel est le prix d'une obligation. Il y a quelqu'un qui m'a donné 14 000 Alors, toutes les obligations, le prix est tout le temps aux alentours de 1 000 Si tu me donnes une réponse de 14 000 je vais être très sévère. C'est un peu comme la question 10 et la question 20 de votre TP. À l'examen, la question 10, la réponse était une corrélation de 1. La question 20 était une corrélation de moins 1. J'ai eu des étudiants qui me donnaient des réponses de 1,00111 avec l'arrondissement. Mais je veux dire, ça, ce n'est pas une erreur de calcul. Ça, c'est une erreur de compréhension. La corrélation ne peut pas être plus grande que 1. Donc, quand je vois une erreur de compréhension, c'est 3 points sur 5. Une erreur de calcul, c'est juste 4 points sur 5. OK. Question numéro 12. La valeur nominale d'une obligation 12 ans est de 1 000 $. Chaque obligation verse un coupon semestriel de 2,5 Donc, 25 le taux de coupon est de 2,5 Donc, 25 2,5 de 1 000 $, un paiement de 25 par période. Alors, 25 à chaque 6 mois. Le taux effectif des obligations est de 5 Alors, le taux effectif annuel est de 5 Quel est le prix de cette obligation? Donc, si le taux effectif est de 5 puis les paiements sont semestriels, on doit convertir effectif à semestriel. Donc, 5 c'est effectif. 1 plus effectif est égal à la puissance 1/2, ou la racine carrée de 1,05 moins 1 est égal au taux d'intérêt périodique. Alors, 1 plus effectif est égal à 1 plus périodique à la puissance nombre de périodes. Donc, le prix d'une obligation est égal à la valeur actuelle de tous ces paiements. Alors, on va avoir 24 paiements semestriels de 25 plus 1 000 à la toute fin, qui est remboursé à la fin de 24 semestres. Donc, payment, N est égal à 24, taux d'intérêt, future value, compute present value, ça donne 1005,47. Alors, c'est ce que je vous disais à propos des obligations. Si vous me donnez une obligation, la valeur d'une obligation est égale à 8 000 ce n'est pas juste une erreur de calcul, ça, c'est une erreur de compréhension. Si vous ne prenez pas 2 secondes pour voir si vos chiffres ont de l'allure, ben, ce serait 3 points sur 5. Ben, c'est juste une erreur de calcul. Ben, je veux dire, vous êtes des comptables, vous allez être des comptables. Si vous faites une erreur, si vous faites votre calcul et vous dites à votre client que vos taxes, le dépanneur du coin, bien, les taxes cette année vont être de 375 000 le propriétaire du dépanneur va vous regarder étrangement. Ah, c'est juste une erreur de calcul. Je veux dire, prenez 2 secondes pour voir si vos chiffres ont de l'allure. Alors, tous les chiffres pour votre examen, j'essaie de mon mieux de trouver des chiffres qui reflètent la réalité. Alors, vous allez avoir des taux d'intérêt qui reflètent la réalité. Alors, le rendement du marché va tout le temps être aux alentours de 10 le taux d'inflation va tout le temps être aux alentours de 3 C'est rare que je vais être à l'extérieur de ce que moi je trouve qui est normal à la réalité. Alors, j'essaie de mon mieux de tout le temps avoir un examen qui reflète le marché en général. C'est encore plus vrai pour l'examen final parce qu'on fait de l'analyse d'état financier. Donc, une action privilégiée paye des dividendes annuels et perpétuels. Le prochain dividende est de 1,24. Donc, le dividende au temps 1 est de 1,24 et sera versé aujourd'hui. OK. Alors, non, ce n'est pas le dividende au temps 1, c'est le dividende au temps 0. Alors, il sera versé aujourd'hui. Alors, il est tenu compte dans le prix de l'action. S'il est versé hier, il est exclu du prix de l'action. Donc, encore une fois, ça devient une perpétuité avec un premier paiement au temps T est égal à 0. Les dividendes ne sont pas indexés. Les actionnaires privilégiés s'attendent à un rendement annuel de 7 que doit être le prix de cette action. Donc, 2 façons de le faire. Soit que vous mettez au temps T est égal à moins 1. Au temps T est égal à moins 1, le dividende au temps 0 divisé par R, ce serait le prix de cette action au temps T est égal à moins 1.
Et la valeur au temps t est égal à 0, c'est la valeur au temps t est égal à moins 1 fois 1 plus i. Alors, c'est une façon de le faire. Alors, si le premier dividende est au 1er janvier 2021, vous vous placez au 1er janvier 2020. Vous calculez le prix au 1er janvier 2020 avec la formule et vous faites fois 1 plus i pour vous ramener au 1er janvier 2021. Une autre façon de le faire, c'est de tout simplement découper la série de cash flow. Alors, tu as un premier paiement de 1,24 maintenant et tu as des paiements de 1,24 du temps 1 jusqu'à l'infini. Quelle est la valeur actuelle du premier paiement de 1,24? Il est payé aujourd'hui, donc il vaut 1,24. Et les paiements de 1,24 du temps 1 jusqu'à l'infini, c'est la rente divisée par le taux d'intérêt. Et les deux vont vous donner exactement la même réponse. Alors, c'est quasiment certain que vous allez avoir cette pogne à l'examen, une rente en progression géométrique ou une perpétuité avec un premier paiement qui est immédiat. On doit faire l'ajustement. OK, alors une compagnie est financée par 5 000 obligations corporatives d'une valeur nominale de 1 000 $. Chaque obligation coûte 979,25 $. Le rendement d'une obligation est de 4,25 $. 10 000 actions privilégiées. Chaque action coûte 95,25 $. Le rendement des actionnaires privilégiés est de 9,5 $. Et 100 000 actions ordinaires. Chaque action coûte 45 024 $. Le rendement attendu des actionnaires est de 10,2 %. La compagnie est taxée à 30 %. Quel est le coût du capital de la firme? Alors, WACC, Weighted Average Cost of Capital, c'est une moyenne pondérée de toutes les sources de financement de la firme après impôt. Alors, très important, les obligations, les intérêts sont déductibles d'impôt. Par contre, les dividendes et les dividendes privilégiés ne le sont pas. Les gains capital non plus. Donc, on doit trouver quelle est la valeur de l'entreprise ou la valeur au livre. C'est la valeur de la dette, la valeur des preferred, la valeur des common. C'est la valeur totale des actifs de la firme. Et on va regarder quel est le pourcentage de la compagnie financé par de la dette, pourcentage par des preferred et pourcentage par des common. Par la suite, on prend ces pourcentages fois les rendements et on tient compte de la déductibilité des paiements. Donc, alors, pour les actions privilégiées, on a 10 000 actions privilégiées qui coûtent 98,25 $. Donc, la valeur des preferred, c'est 10 000 fois le prix de chaque action. Donc, 982 500. Pour les common, on a 100 000 actions ordinaires qui coûtent 45,24 $. Donc, la valeur des common, 4 524 000. Quelle est la valeur de la dette? Alors, la valeur nominale est de 1 000 $ et le prix de la dette est de 979,25 $. Si on remboursait la dette aujourd'hui, si on rachetait la dette, on rachèterait 5 000 obligations au prix de 979,25 $. Erreur commune, c'est que le monde va dire que la valeur de la dette, ce serait 5 millions, 5 000 fois 1 000 $. Le 1 000 $, il est remboursé à la toute fin. Aujourd'hui, chaque obligation coûte 979,25 $. Donc, rembourser une obligation coûterait 979,25 $. Donc, la valeur de la dette, c'est 5 000 obligations au prix de 979,25 $. Donc, 4 896 250. Quelle est la valeur au livre de la firme? C'est la valeur des actifs, donc la dette plus les preferred plus les common. Donc, la valeur de la dette plus la valeur des preferred plus la valeur des common. Ça veut dire que la firme vaut 10 402 750. 10 402 750, il y a 4 896 250 qui est financé par de la dette. Donc, 47 % de la firme est financée par de la dette. J'ai 982 000 de la valeur totale qui est financée par des preferred, donc 9,44 % de la firme est financée par des preferred. Et le reste, alors on peut prendre 100 % moins 47 moins 9,44, ça va nous donner la proportion de la firme qui est financée par des common, 43 %. Donc, quel est le coût du capital de la firme? Alors, on a 47 % de la firme qui est financée par du 4,25 %. Mais par contre, pour chaque dollar d'intérêt qui est remboursé, on va économiser 30 cents en taxes. Donc, on va juste payer 70 cents pour chaque dollar net sur chaque dollar qui est versé. Donc, on va payer 70 % de 4,25. Donc, 47 % de la firme est financée par 4,25 %. Par contre, on paye juste 70 $ net d'impôt pour chaque dollar d'intérêt qui est payé. 9,44 % de la firme est financée par des preferred à du 7,5 %.
et 43 % de la firme est financé par des actionnaires qui s'attendent à du 10,2 %. Donc, le coût du capital de la firme est de 6,54 %. Tous les projets futurs de cette firme vont être escomptés à un taux d'intérêt de 6,54 %. Donc, si on s'attend à des cash flows futurs, on va les escompter à 6,54 % pour cette firme pour calculer la valeur des projets de la firme. Donc, le coût du capital, quel est le coût du capital ou le coût moyen pondéré du capital de la firme? C'est une moyenne pondérée de toutes les sources de financement de la firme après impôt. Alors, pour répéter, vu que l'intérêt est déductible d'impôt pour la firme, alors, supposons que je suis taxé à du 30 % et je paye 1 million en intérêt. Ça veut dire que mon bénéfice imposable va baisser de 1 million et donc mes taxes vont baisser de 300 000 $. Je vais payer 1 million en intérêt, mais mes taxes vont être réduites de 300 000. Donc, net, je vais juste payer 700 000 pour mes intérêts. Je paye 1 million en intérêt avant impôt. Net d'impôt, je paye 700 000. Donc, si je paye 4,25 % avant impôt, je paye 4,25 % fois 0,7 après impôt. Parce que chaque dollar d'intérêt qui est payé, je vais économiser 30 cents en impôt parce que mon bénéfice imposable, il va baisser de 1 $. Je vais économiser 30 cents en impôt. Alors, ça, c'est le coût moyen pondéré du capital, qui est quasiment, le cours Finance 2, le coût moyen pondéré du capital, c'est le bouton IRR sur votre calculatrice, Internal Rate of Return. On compare le coût du capital avec le rendement d'un projet et on regarde la profitabilité en conséquence. C'est tout le cours Finance 2. Problème 15. Taux effectif est de 8,5 %. Bénéfice net du dernier trimestre était de 720 000 répartis sur 400 000 actions. Donc, l'année passée, ou le trimestre passé, chaque action avait un earnings per share, un bénéfice par action de 1,80 $. La compagnie distribue 25 % de ses bénéfices sous forme de dividendes. Donc, si chaque action avait un bénéfice de 1,80 $, on verse 25 cents en dividendes. Ce serait équivalent à 45 cents par action qui a été versée en dividendes au dernier trimestre. Si le taux de croissance annuel de la compagnie est de 4,5 %, qui doit être le prix de l'action. Donc, le taux de croissance, ici, je vous dis que le taux de croissance annuel est de 4,5. Donc, c'est rare que je fais ça. J'ai lancé une balle courbe. Alors, si le taux de croissance annuel est de 4,5, mais les dividendes sont versés trimestriellement, ils vont croître trimestriellement, je dois convertir le taux de croissance annuel à un taux de croissance trimestriel. Donc, 8,5 % c'est le taux d'intérêt annuel. Je convertis ça en taux trimestriel. Le taux de croissance annuel est de 4,5. Alors, je vais créer un taux de croissance trimestriel. Le dividende au temps zéro, c'était 720 000 répartis sur 400 000 actions, donc 1,80 de bénéfices par action. Je verse 25 % de mes bénéfices sous forme de dividendes, donc 45 sous, et le reste serait réinvesti dans la compagnie pour générer de la croissance et des gains capitaux pour les actionnaires. Donc, quel est le prix de l'action au temps t est égal à 0? 45 sous, c'était le dividende qui a été versé au dernier trimestre. Le prochain trimestre, le dividende va être indexé de 1,10 %. Donc, 1 plus le taux de croissance fois 45 sous, c'est le dividende au temps 1, divisé par I moins G. Et ça me donne le prix de l'action qui est de 47,69 $. Donc, question 16. La corrélation entre le rendement d'une action et le marché est de 0,75. Le rendement des bons du trésor, 3,5. Le rendement du marché, 11 %. La variance du marché de 0,24. La variance de l'action, 0,28. Le prochain dividende annuel, alors le dividende au temps 1 est de 2,50. Et le taux de croissance des dividendes est de 2 %, que doit être le prix de cette action. Donc, pour trouver le prix d'une action, on doit savoir le dividende au temps 1 divisé par R moins G. Alors, le dividende au temps 1, on le donne, il est 2,50.
Le taux de croissance, il est donné, il est G. On a besoin de rendement attendu des actionnaires. Pour calculer le rendement attendu des actionnaires, on utilise CAPM, qui est égal au taux sans risque plus bêta fois le rendement du marché moins le taux sans risque. Pour calculer bêta, on a besoin de la covariance. Alors, bêta est égal à la covariance entre le titre et le marché divisé par la variance du marché. Et la covariance entre le titre et le marché, c'est égal à la corrélation fois l'écart type du marché fois l'écart type du titre. Donc, premièrement, on trouve la covariance entre le common share et le marché. C'est égal à la corrélation fois l'écart type du common fois l'écart type du marché. Donc, la corrélation est égale à 0,75. L'écart type du marché, c'est la racine carrée de la variance du marché. L'écart type du titre, c'est la racine carrée de la variance du titre. Et donc, ça nous donne une covariance. Bêta est égal à cette covariance divisée par la variance du marché. Et ça nous donne bêta. Par la suite, le rendement attendu des actionnaires, c'est le taux sans risque plus bêta fois le rendement du marché moins le taux sans risque. Donc, ça nous donne le rendement attendu des actionnaires. Et donc, le prix de l'action, c'est égal au dividende au temps 1 qui est donné, divisé par le rendement attendu des actionnaires qu'on vient juste de calculer, moins le taux de croissance. Et donc, le prix de cette action devrait être de 33 $. Donc, juste pour vous dire, si je vous paye un dividende annuel de 2,50 et vous me dites que le prix de cette action est égal à 9 000 $, je vous disais, prenez 2 secondes pour voir si vos chiffres ont de l'allure. Alors, il y a très peu d'actions qui ont un prix de 9 000 $, à part Berkshire Hathaway, mais Berkshire Hathaway ne verse pas un dividende. Donc, si vous avez un chiffre qui a de l'air vraiment weird, prenez 2 secondes pour voir si votre chiffre a de l'allure. OK, alors question 17 et 15. Alors, il y a une distribution jointe suivante. Alors, X peut valoir 5 000, 100 000 ou 150 000. Y peut valoir 100 000 ou 200 000. La probabilité que X vaut 50 000 et Y vaut 100 000, c'est 20 %. La probabilité que X vaut 100 000, Y vaut 100 000, c'est 20 %. La probabilité, et ainsi de suite. Alors, si on regarde, la somme totale de toutes les probabilités, elle est égale à 100 %. Calculer la covariance entre X et Y. Pour calculer la covariance entre X et Y, on a besoin de savoir quelle est l'espérance de X et l'espérance de Y. Alors, X, 35 % du temps, X vaut 50 000. 35 % du temps, X vaut 100 000. Et 30 % du temps, X vaut 150 000. Donc, on est capable de calculer l'espérance de X. Y vaut 100 000, 60 % du temps. Y vaut 200 000, 40 % du temps. Donc, on calcule l'espérance de Y. Quelle est la covariance entre X et Y? Mais on a 6 possibilités. Donc, pour ces 6 possibilités, on prend X moins la moyenne fois Y moins la moyenne fois la probabilité. X moins la moyenne, Y moins la moyenne, fois la probabilité. Et on va faire ça pour les 6 combinaisons possibles de X et Y. Donc, 20 % du temps, X vaut 50 000 avec une moyenne de 97 500. Y vaut 100 000 avec une moyenne de 140 000. Donc, X moins sa moyenne, Y moins sa moyenne fois la probabilité. Et on va faire ça pour chacune des 20 possibilités de X et des 20 combinaisons possibles de X et Y. Et ça va nous donner notre covariance. Réponse suivante, quelle est la corrélation entre X et Y? Pour calculer la corrélation, c'est la covariance divisée par l'écart type de X, l'écart type de Y. Donc, on a l'espérance de X, on a l'espérance de Y. On va calculer la variance de X et la variance de Y. Donc, si on part par l'espérance de X au carré, alors, pour chaque possibilité de X, on prend X au carré. Alors, 50 000 au carré fois 35 %, 100 000 au carré fois 35 %, 150 000 fois 30 %. Et ça va nous donner l'espérance de X au carré, qui va nous donner un chiffre qui est énorme parce que c'est un chiffre en centaines de milliers au carré. La variance de X, ça va être ce chiffre qui veut absolument rien dire, moins la moyenne au carré. Et donc, la variance, 1 618 000. Ne soyez pas surpris s'il y a un cash flow et c'est un chiffre qui est énorme.
Ou un taux d'intérêt, c'est un chiffre qui est très, très, très petit, infinitésimal. Pourquoi? C'est des chiffres qui sont au carré. La racine carrée de la variance, c'est l'écart type. Alors, c'est la moyenne de toute la dispersion autour de la moyenne. On appelle ça l'écart type. Alors, on fait ça pour X et on fait ça pour Y. Donc, quelle est la corrélation entre X et Y? Bien, c'est la réponse de la question 17, la covariance, divisée par l'écart type de X et l'écart type de Y. Donc, la racine carrée de la variance de X, 40 233, et la racine carrée de la variance de Y, ou bedon, 48 989. Et ça nous donne une corrélation qui est égale à moins 0,0761. Encore une fois, pour votre réponse de corrélation, si vous avez un chiffre qui est plus petit que moins 1 ou plus grand que 1, ce n'est pas une erreur de calcul, c'est une erreur de compréhension. Donc, si quelqu'un m'aurait donné une réponse de moins 1,7, je veux dire, ce n'est pas 4 points sur 5, ce serait 3 points sur 5 parce que c'est une erreur de compréhension. Alors, quand vous avez fait votre calcul, prenez 2 secondes pour juste voir si votre chiffre a de l'allure. Alors ici, la corrélation est égale à moins 0,07, qui est très proche de 0. Mais on peut regarder, est-ce que nos chiffres, est-ce qu'il y a une façon qu'on peut regarder nos chiffres, voir si la corrélation. Alors, pas vraiment dans cet exemple-ci, mais dans l'exemple du TP, la corrélation était parfaite. Alors, si vous voyez quand X augmente de 5 vous voyez que X augmente de 10 et chaque fois de façon parfaite. Donc, vous pouvez voir, dans le TP, vous pouvez voir que la corrélation, elle était parfaite. Alors, pour l'arrondissement, je veux dire, pour un chiffre qui est un cash flow, arrondissez soit à la scène près ou au dollar près. Je veux dire, utilisez votre jugement. Pour un taux d'intérêt, je veux dire, vous pouvez arrondir à 2 décimales un taux d'intérêt. Quand je veux dire 2 décimales, si le taux d'intérêt est de 6,32482, je veux dire, les chiffres qui ne sont pas significatifs, vous pouvez arrondir à 2 décimales. Donc, 3,72, c'est arrondi à la deuxième décimale. La raison pourquoi je n'aime pas répondre à cette question, c'est que par le passé, j'avais des étudiants qui avaient un taux d'intérêt, si le taux d'intérêt est égal à 0,0362, mais le taux d'intérêt est de 3,62 j'ai des étudiants qui ont arrondi à 0,03. Alors, je n'aime pas ça répondre à cette question-là parce que je veux dire, quand je fais la correction, puis un étudiant arrondit 3,62842 à 3,62, c'est logique. Mais arrondir 0,0362 à 0,03, je veux dire, utilisez votre jugement. Je veux dire, les chiffres qui sont significatifs, gardez-les. Mais je veux dire, la cinquième décimale après la virgule, elle n'est pas significative. Alors, ben c'est ça. Vous êtes des comptables. Un jour, c'est vous qui allez faire ces calculs. Vous allez faire de la gestion de projet à un moment donné quand vous allez être comptable. Alors, utilisez votre jugement. Mais je veux dire, arrondir 3,62 à 3 je veux dire, quand moi je fais la correction, comment est-ce que je corrige ça? OK. Alors, question 19 et 20. Ah oui, juste un autre rappel. Pour la question 17 et 20, je suis l'erreur. Donc, s'il y avait une erreur ici, et tout le reste était bon. Alors, tous les calculs étaient bons et j'étais capable de suivre l'erreur. Alors, je suis l'erreur si je suis capable de le suivre. Alors, je ne veux pas savoir qu'est-ce que vous vouliez écrire. Je vais corriger qu'est-ce qui est écrit là. S'il y avait une erreur dans la covariance, je veux dire, c'est un gros calcul. S'il y avait une erreur dans la covariance et tout le reste suivait, et j'étais capable de mentalement calculer votre réponse finale, tout était bon, sauf qu'il y avait une erreur ici, je donnais quand même 5 points sur 5. Si je suis capable de faire le calcul dans ma tête. Si je suis obligé de sortir une calculatrice pour voir qu'est-ce que vous avez fait, c'est certain que je ne vais pas faire ça. Alors, je ne suis pas capable de suivre l'erreur. Je ne vais pas donner 5 points sur 5. Alors, si tout le reste est bon et je suis capable de voir toute la trace, toute la démarche, elle est bonne, si jamais je fais une question qui suive comme ceci, oui, je vais donner les points. Par contre, vu qu'il y a juste 10 questions, je ne vais probablement pas poser des questions qui suivent. Alors, cet examen, c'était avant le début de la pandémie. Alors, on l'avait fait en salle de cours.
OK, alors je vous donne le rendement attendu de X, et c'est 10%. Le rendement attendu de Y, c'est 12%. La variance de X, c'est 0,09. La variance de Y, c'est 0,16. La variance de 0,25X plus 0,75Y, c'est égal à 0,133125. Donc, pour la variance de AX plus BY plus C, c'est A carré fois la variance de X plus B carré fois la variance de Y plus 2AB covariance entre X et Y. Donc, avec cette formule, on est capable de calculer la covariance entre X et Y. Donc, et le taux sans risque est de 4%. Donc, quelle est la corrélation entre X et Y? La variance de 0,25X et 0,75Y, on vous la donne. Alors, la variance de 0,25X plus 0,75Y, c'est AX plus BY plus C, c'est A au carré fois la variance de X, plus B au carré, alors 0,75 fois la variance de Y, plus 2 fois A fois B fois la covariance entre X et Y. Et je vous dis que ça, c'est égal à 0,133125. Donc, on est capable, alors, 0,25 au carré fois la variance de X, plus 0,75 au carré fois la variance de Y, plus 2 fois 0,25 plus 0,75 fois la covariance entre X et Y, nous donne 0,133125. Donc, la covariance entre X et Y est égale à 0,1. Quelle est la corrélation? Bien, c'est égal à la covariance divisé par l'écart type de X, alors la racine carrée de 0,09, plus l'écart type de Y, alors racine carrée de 0,16. Donc, la corrélation entre X et Y est égale à 0,83333. Question suivante. Un portefeuille P est investi 25% dans X et 75% dans Y. Quel est le coefficient de variation d'un portefeuille investi 60% dans le taux sans risque et 40% investi dans le portefeuille P? Donc, il y avait une question similaire à ça. Je pense que c'est la question 19 de votre TP. Alors, le rendement attendu d'un portefeuille, c'est la moyenne. Et la variance ou l'écart type, c'est sigma carré ou sigma, la variance du rendement. Donc, un portefeuille P, quelle est l'espérance du rendement d'un portefeuille P? Un portefeuille P, c'est 25% X, 75% Y. Donc, 25% du portefeuille fait 10% et 75% du portefeuille fait 12%. Donc, le rendement moyen du portefeuille P, c'est 11,5. La variance du portefeuille P il est donnée 0,133125. Quelle est l'espérance d'un portefeuille qui est 60% investi dans le taux sans risque et 40% investi dans P? Mais j'ai 60% de mon portefeuille qui est investi dans du 4% et j'ai 40% de mon portefeuille qui est investi dans 11,5%. Donc, 60% est investi dans le taux sans risque, 40% est investi dans le portefeuille P. On vient juste de calculer que le portefeuille P fait 11,5%. Donc, l'espérance du rendement du portefeuille, 7%. Quelle est la variance d'un portefeuille qui est 60% investi dans le taux sans risque et 40% investi dans P? Mais la variance, c'est une mesure de la dispersion au carré autour de la moyenne. Le taux sans, alors, c'est une mesure de risque. Quel est le risque du taux sans risque? C'est 0. Donc, j'ai 60% investi dans le taux sans risque et 40% investi dans P. Donc, quelle est la variance de ceci? Alors, c'est 60% au carré fois la variance du taux sans risque. Et la variance du taux sans risque est tout le temps égale à 0. J'ai 40% qui est investi dans le portefeuille P, donc 0,4 au carré fois la variance du portefeuille P, plus 2 fois 0,6 fois 0,4 fois la covariance entre le taux sans risque et le portefeuille P. Alors, le taux sans risque est indépendant de tous les titres qui sont sur le marché. La corrélation, elle est nulle. Donc, la covariance, elle aussi, va être nulle. Et donc, ça devient tout simplement 0,4 au carré fois la variance du portefeuille. Donc, ce portefeuille va avoir une variance de 0,0213. Quel est le coefficient de variation? Bien, c'est tout simplement l'écart type, alors la racine carrée de la variance divisée par l'espérance. Alors, sigma divisé par mu. Alors, l'écart type du rendement de ce portefeuille, c'est la racine carrée de 0,0213. Et le rendement attendu de ce portefeuille est de... le rendement attendu de ce portefeuille est de 7%.
Donc, sigma divisé par mu nous donne le coefficient de variation. Alors, la question 19 de votre TP, je vous donnais sigma divisé par mu est égal à 0,16. Il fallait juste calculer le rendement attendu du portefeuille. Et le rendement attendu du portefeuille fois 0,16 nous donnait sigma. Et par la suite, je vous demandais la variance.